Alors, bonjour, nous voici au 3e webinaire d'une série de 4 qui vous est proposé par la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec. Des webinaires qui ont comme but d'essayer de comprendre tous les aspects de la relance économique, évidemment la relance post-pandémie. Bon, au moment où on se voit aujourd'hui, on n'est pas sorti de cette pandémie-là, mais bon, parlons-en quand même. Un jour, il y aura relance. Alors, on est en ce moment dans la cour de Vincent Van Kendel. Vincent, vous êtes directeur général de l'organisme Territoire innovant et économie sociale et solidaire depuis sa fondation en 2013. Alors, merci de nous recevoir dans votre cour. Et aussi en compagnie de Laure Varidel, éco-sociologue, auteure, cofondatrice d'Équiterre, co-auteure du Pacte pour la transition et maintenant maire au front. Bonjour. Bonjour Laure, bonjour Vincent. Alors, pour briser la glace, parlons de cette crise qui nous a heurtés de plein fouet. De votre angle, de votre perspective, qu'est-ce qu'elle a généré, cette crise-là, et est-ce qu'on l'a gérée à peu près comme il faut? Et partons de là, partons de la crise, puis on verra ensuite ce qu'on fait après. Vincent. On peut commencer. Je vous reçois après tout. C'est sûr que, je pourrais dire, d'un point de vue individuel, comme tout le monde, on a été un peu déstabilisé, tout le monde s'est mis en télétravail. C'était un peu, regarder les nouvelles, ça avait l'air un peu abstrait, c'est comme un film de science-fiction, toujours en réunion vidéo. Bon, moi, je me suis isolé à la campagne, donc j'étais très bien. Puis en même temps, on regardait les courbes qui montrent, les morts. À un moment donné, mon beau-père est mort de la COVID, fait que c'est devenu plus réel. C'est vrai que ça existe. Je le savais, mais là, ça devient très, très humain. Et puis, à travers ça, puis ce qu'on voyait, il y a comme une absurdité qui est apparue, ne serait-ce que dans la santé, de voir que entre les consignes et ce qui passait sur le terrain, il y avait une semaine d'écart. Je connais des gens qui travaillent dans la santé qui disaient « c'est pas comme ça que ça se passe ». Et en sens inverse, on leur dit des choses, ça arrive une semaine après. Il y a comme une organisation d'un système de santé qui ne marchait pas. Et qui est finalement un système de santé qui est tenu à bout de bras par les gens qui y travaillent. Il y a un système qui épuise les gens. Donc déjà, ça, on le savait, mais c'est devenu tellement évident. Mais ce constat-là, je pense qu'on pouvait le généraliser aussi. Puis l'image, moi, qui me venait à ce moment-là, c'est... on est un peu comme dans un train qui roule pépère, là, puis il y a un mur dans le fond, on roule droit, puis on roule droit vers le mur. Les personnes bougent, on dit, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va faire quelque chose, c'est ce qu'on attend. Fait que le constat, que ce soit à cause de la pandémie, pour des questions climatiques, comme on voit les feux de forêt, le climat qui se dérègle, etc., on ne peut pas rester en ligne droite dans le train. Il va falloir que soit qu'on le fait virer et on prend une courbe, soit que le train déraille. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Puis là, on est dans une sorte de paralysie où on attend quelque chose, puis personne ne fait rien. Alors, pour moi, il y a un constat d'urgence pour de multiples raisons, et parce qu'il y a des solutions qui existent, mais il faut aller les chercher et les mettre en œuvre. On va y revenir d'ailleurs. Et vous, Laure, de votre point de vue, cette crise... Bien, comme le dit Vincent, moi, je trouve qu'elle a mis en lumière nos forces et nos faiblesses. Puis nos faiblesses, toute la fragilité, effectivement, de notre système de santé, mais aussi notre capacité à tisser des liens et à prendre action. Moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment merveilleux, toute la solidarité qui a émané. Puis il y a Churchill qui disait Never waste a good crisis. Puis donc, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Puis j'ai l'impression que cette pandémie-là était et est encore une occasion de se remettre en question, de penser en dehors des cadres établis. Puis on le sait que les changements, l'innovation sociale, comme les grandes transformations sociales et les changements de paradigme notamment, ça prend souvent des crises. Puis les changements se font rarement tout d'un coup. Il y a des avancées, il y a des reculs, il y a des avancées. Puis ma perception en ce moment, même si on est encore dedans, c'est que pour beaucoup de gens, puis beaucoup d'organisations aussi, ça a été l'occasion de faire un arrêt et de réfléchir à ce qui compte vraiment, à quelles sont nos vraies priorités. Et ce constat-là, cependant, je ne l'ai pas senti de la part de nos élus encore. Je pense qu'ils sont probablement encore dans la gestion de crise, mais en même temps, ils ne sont pas tous dans la gestion de crise. Ils ont quand même fait le projet de loi 61. Ils ont eu le temps de penser à un projet de loi...
qui n'avait pas d'allure. Non. Puis en même temps aussi, l'autre chose que je trouve qui est positive, duquel on peut retenir, c'est que on est capable de mettre le principe de précaution de l'avant. Là, on a mis beaucoup de mesures en place pour dire on va prévenir la propagation et puis on va agir sur les courbes, mais là, c'est parce qu'on voyait les conséquences très rapidement. T'sais, on les comptait, les morts, on les comptait, les hospitalisations, on les voyait, tandis que pour le climat, pour la perte de biodiversité, malheureusement, il y a des courbes qui sont tout aussi effarantes, mais on a la perception que les conséquences négatives, on ne les ressent pas aussi directement, ou aussi qu'elles sont pour les rapidement. générations futures ou dans plus loin et qu'elles ne nous concernent peut-être pas, nous, maintenant. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. On le voit avec les feux de forêt en Californie, oui, on l'a vu avec les inondations. Dernièrement, jusqu'à Montréal, une espèce de filtre orangé qui nous venait du courant G qui apportait la fumée de la Californie. Donc, même à Montréal, on peut voir de manière très concrète, effectivement. Pour les pistes de solutions, il y a un aspect qui va être essentiel et ça s'appelle le dialogue social, la concertation. C'est le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Dialogue social, concertation. Évidemment, moi, ça me dit écouter, prendre acte des desiderata de tous, mais concrètement, là, dans mon idée, moi, un peu poétique du dialogue social, en plus, je suis comédienne, dialogue, ça me parle beaucoup, mais concrètement, c'est quoi le type de dialogue? Qu'est-ce qu'un dialogue social et quel type de dialogue social on va devoir avoir bientôt? Disons que c'est une grande jasette. Une grosse jasette. Une grosse jasette. Ouais. Puis la question, c'est on jase avec qui, puis de quoi, puis comment. OK. Mais il y a même une définition officielle de dialogue social. Je pense que c'est le Bureau international du travail. Là, vous pouvez aller voir sur les sites, tout ça. Mais en gros, c'est une expression peut-être plus européenne au départ, qu'on commence à utiliser au Québec, utilisée plus dans le monde du travail. On parlait soit de négociation, de consultation, d'échange d'informations, de concertation entre l'État, les employeurs et les syndicats pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, la performance économique, la paix sociale, etc. En gros, quand on parlait de dialogue social pendant des années, c'était ça. Au Québec, on parlait plus de concertation, qui est donc plus restreint, mais pour dire, en gros, c'est qu'on réunit, au départ, c'était les mêmes trois, là, État, patronat, syndicats, pour parler des problèmes, identifier des solutions. D'ailleurs, le Fonds de solidarité est né d'une démarche de concertation fin des années 70, début des années 80, en période de ralentissement économique, où la FTQ a dit, utiliser l'épargne des travailleurs pour la relance, c'est peut-être une bonne idée. On va faire quelque chose avec, le gouvernement peut nous aider. Bon, parce qu'il y avait eu une discussion. Après ça, il y a eu d'autres concertations, donc discussions sur problèmes, solutions. On entend ça souvent, là. Ils sont à la table de concertation, ils sont à la table de concertation, ils sont à la table de concertation. Et cette table-là, il faut qu'elle soit effective. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit effective, il faut qu'elle marche. Il faut inviter les bonnes personnes à cette table-là. Il faut inviter les bonnes personnes, puis ensuite de ça, il faut se donner la parole réellement, puis être à l'écoute, parce qu'on en a toutes sortes de mécanismes de concertation et processus d'audience. D'ailleurs, le Bureau d'audience publique en environnement est un exemple de ça, d'ailleurs, qui est souvent cité en exemple mondialement. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces recommandations? Qu'est-ce qu'on fait avec le suivi? Et c'est souvent là que le bas blesse, en fait, dans l'action véritablement. Donc, une fois qu'on a dialogué, c'est pas tout ça. C'est qu'il faut en tirer... Il faut en tirer une synthèse, un compromis socialement acceptable. Et ça va être d'autant plus important parce que là, les défis, si on parle de climat, les défis qu'on va avoir à relever dans les 50, 100 prochaines années sont énormes. Mm-hmm. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le dialogue social devient inéluctable et préférable, surtout. C'est ça, parce qu'en fait, donc, on peut élargir c'est quoi le dialogue social. C'est plus juste un dialogue pour le monde du travail. C'est sur l'ensemble des enjeux. Puis je pense, tu le dis bien, il y a un enjeu majeur ces temps-ci qu'on pourrait résumer par la transition écologique. Comment on va changer nos façons de consommer, de produire, d'habiter, de se déplacer, etc., pour diminuer, bien sûr, l'émission de carbone, mais je dirais même diminuer la consommation d'énergie en général. Mm-hmm. Ça veut dire une autre organisation de la production. Puis ça interpelle tout le monde, là. Ça interpelle bien sûr les travailleurs dans les lieux de travail, ça interpelle les gouvernements, les municipalités, un paquet de groupes de citoyens. Quand il y a des ruelles vertes un peu partout, c'est parce qu'il y a du monde qui se sont mis ensemble. Quand on va au BAP, il y a des citoyens, puis je pense que Laure, dans une ancienne vie, tu as fait ça pas mal, qui allaient dans des salles et puis interpeller des gens pour dire « Hey, ça n'a pas d'allure ce que vous faites ». Interpeller du monde pour dire « Youhou, il y a un problème, on peut-tu s'en parler ?» Ça
fait partie du dialogue aussi, là. Puis, il ne faut pas juste attendre qu'on nous interpelle pour demander un avis, puis après ça, faites ce que vous voulez avec. Non, nous, on voit qu'il y a un train, nous, on voit qu'il y a le mur, on a des solutions, il y a des choses qu'on se fait, Laure souligne très bien, il y a plein de choses qui existent, là, qu'on peut s'appuyer sur ça, on peut les généraliser, trouver des moyens pour mieux faire. Bien, ça implique discuter, et là, oui, après ça, c'est mettre en œuvre. OK, si on veut faire ça, si on veut diminuer l'énergie, faire de la géothermie, isoler les maisons, comment on va faire? Avec qui? Puis là, bien, on fait venir d'autres mondes qui ne faisaient pas partie de la discussion, et puis que peut-être les gouvernements, depuis une vingtaine d'années, n'ont pas voulu entendre. Donc, ça, c'est un autre problème. Donc, oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant. Donc, depuis 20 ans, certains gouvernements n'ont peut-être pas voulu entendre, mais là, c'est l'occasion, donc, de se servir d'une bonne crise, comme dirait Churchill, et d'aller, donc, nous-mêmes, c'est-à-dire, ben, moi, personnellement, je ne peux pas faire grand-chose, à part revendiquer qu'il n'y ait plus d'écureuils dans mon potager. Tu peux faire pas mal plus que ça. J'appuie. Les sapristis d'écureuils. Mais, donc, aussi que ça soit aussi, par exemple, les entreprises en économie sociale qui aillent aussi dire, nous, on a des solutions. Et là, il faut être entendu. Et ça sera la job du gouvernement, d'un bon gouvernement, d'écouter. Oui, et puis après que ça se traduise en action, parce qu'il y a tellement de belles paroles en environnement, on le voit au fédéral notamment, puis après ça, les décisions qui sont prises, les annonces qui sont faites vont à l'encontre de, des intentions qui ont été dites avant. Fait que ce manque de cohérence-là, parfois, il faut le forcer. En fait, il faut forcer une cohérence parce qu'elle manque. Puis des fois, ça implique des luttes citoyennes, ça implique de prendre la rue, comme l'ont fait nos jeunes. Il y a l'ensemble de la société il y a un an à Montréal. Des fois, ça implique aussi d'aller devant les tribunaux. Puis là encore, par exemple, je prends l'exemple de la poursuite des jeunes contre le gouvernement fédéral à dire, mais là, attention, là, vous prenez des décisions qui menacent notre avenir et puis là, on vous poursuit. Mais donc, le dialogue, parfois, il faut le forcer. Et ça implique de devoir parfois parler plus fort ou de se mobiliser parce que sinon, on n'a pas de pouvoir de force. Parce que, tu sais, quand on parle de dialogue, de concertation, mais qui est invité autour de la table en partant? Là, on a parlé beaucoup de la question des minorités, des personnes de couleur, la question des Autochtones. Mais il faut que ces gens-là soient autour de la table dans la prise de décision, les gens les plus vulnérables, les gens exclus. Puis c'est pas toujours facile parce que tout le monde n'est pas outillé de la même manière, n'a pas la même capacité à utiliser les mots, n'a pas la même capacité à utiliser les outils juridiques, n'a pas les mêmes capacités d'argent, parce que souvent, on sait que l'argent parle énormément. Fait comment est-ce que tu fais ça? Mais tu as besoin d'avoir des élus qui sont bienveillants et qui sont à l'écoute de ça, tout en étant capables, parfois, de mettre le point sur la table et de dire, mais on ne s'entendra pas sur tout, mais on s'entend sur ceci et on commence avec ça et après ça, on va aller plus loin. Comme un projet de loi, comme le projet de loi 61, c'est l'exemple du monologue. De ce qu'il ne faut pas faire, C'est du monologue. On n'est pas dans le dialogue, là. On comprend l'idée derrière. On comprend une relance économique rapide, des projets d'infrastructure parce qu'il y en a encore besoin, mais lesquels? Ça, toute la question est là. Et comment aussi? Est-ce que le troisième lien est si important que ça? Bon. On parlera pas du troisième. Le projet de loi... Vas-y, Vincent. Voyons, j'ai perdu mon idée, vas-y. Moi, j'allais dire, en fait, le projet de loi 61 était l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Puis heureusement, là, les partis d'opposition, la société civile s'est mobilisée pour plein de raisons différentes, mais finalement, le gouvernement a dû reculer, et heureusement. Mais ce qu'il faudrait maintenant, puis là, il y a des propositions citoyennes qui sont mises sur la table depuis un certain temps déjà. On voit plein d'occasions où, à la fois des citoyens, des groupes qui, naturellement, ne travaillent pas ensemble, qui se mettent ensemble et qui tous ensemble demandent une relance juste et verte. Ces gens-là, il faut les écouter. Et ce que le projet de loi 61 faisait, c'est qu'il allait complètement à l'encontre de ça, à l'encontre de même ce que proposait le G15, qui est ce groupe qui rallie à la fois des syndicats, des gens du milieu des affaires, des environnementalistes, des groupes sociaux. Mais il faut être à l'écoute de ça. Je pense aussi aux 101 idées pour le climat, pour une relance juste et verte, en fait, qui viennent des 101 idées pour le climat du Pacte pour la transition. Ce qu'on a fait,
aller chercher les idées citoyennes, mais aussi les idées de plein de groupes sociaux qui ne sont pas nécessairement toujours d'accord. Après ça, on les a fait analyser par des experts. On a mis un groupe d'économistes là-dessus aussi. Puis là, on a fait des propositions, mais pour lesquelles, derrière, il y avait déjà tout un travail de concertation et de dialogue pour ensuite passer au mode action, parce qu'on ne peut pas juste parler non plus. Là, ça, on s'entend, il faut que ça serve à changer les choses concrètement. C'est ça, c'est parce qu'en fait, on parle de relance, puis là, nous deux, depuis tantôt, on parle de transition. C'est pas deux débats séparés. Là. Non, la relance ne peut se faire que par la transition, d'après moi. On peut toujours faire une relance traditionnelle. Mais on va aller dans le mur. Le train va aller dans le mur. Et donc, c'est Einstein, je pense, qui disait on ne peut pas régler les problèmes nouveaux en pensant avec des vieilles façons. J'ai plus la citation exacte, là. Bien, on le voit bien. C'est ça aussi. On va faire la relance, OK, on va faire des investissements massifs dans les grosses infrastructures utilisatrices d'énergie, etc., parce que ça crée des emplois, parce que ça crée des revenus. D'accord, mais ça va nous remettre au point de départ. Donc, c'est-à-dire, on fait une relance dans une perspective de transition, implique d'aller chercher ces expériences multiples, qui sont souvent des initiatives collectives, des fois petites, mais des fois plus grosses aussi. Il y en a des pistes qui vont être créatrices d'emplois et de dire, bon, là, OK, on va les mettre en œuvre. Ça implique de se parler. Mais si on dit, non, eux autres, ils ne sont pas d'accord avec nous, on ne va pas leur parler, c'est là qu'est le problème de qui on invite au dialogue. Et pour s'inviter soi-même quand on n'est pas invité, ça implique peut-être des coalitions, des regroupements, des discussions, comme toute la démarche autour du pacte ou des 101 propositions, toute la démarche du Front commun pour la transition énergétique. Écologique, et, oui, le E, là, énergétique et écologique, et qui a des projets de collectivité zéro émission nette un peu partout, qui a une feuille de route discutée depuis 2 ans largement. Il y a plein de choses là-dedans, mais encore faut-il accepter de recevoir ces propositions, de discuter et de dire, c'est pas fou, là. Il y a des experts là-dedans. Là. Oui. Les experts, c'est pas quelqu'un qui tombe du ciel parce qu'il a un gros diplôme. C'est quelqu'un qui a, par l'expérience, par la formation, par toutes sortes de choses, a acquis des compétences en travaillant avec d'autres aussi qui peuvent les réaliser. Alors, il faut aller chercher ces compétences-là. Il faut aller chercher ces expertises-là, et souvent, qui sont des expertises, y compris dans les milieux de travail. Combien de problèmes sont réglés dans les shops parce qu'il y a du monde qui ont zigonné des affaires, qui n'ont pas attendu des experts. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Alors, allons chercher. Et peut-être qu'il faut se coaliser aussi pour s'inviter à la table, pour s'inviter dans la cabine du conducteur de train. Parce que le dialogue social ne passe pas forcément juste par un petit faire-part qui dit « vous êtes bienvenue à telle table de concertation ». Comme vous le disiez tout à l'heure, Laure, il y a des moments où il faut un peu faut aller au front. Les maires sont au front en ce moment. J'allais dire prendre les armes juridiques, évidemment. L'idée n'est pas de déclencher une révolution armée, mais loin de moi, cette idée-là. Mais effectivement, il faut avoir accès au dialogue. Encore faut-il qu'on soit donc invité, entendu, puis pas juste entendre. Tu sais, j'avais une professeure qui disait « je t'entends », je venais folle, parce que je voyais bien qu'elle n'écoutait à peu près pas tout ce que je lui disais et que ça ne changeait rien. Elle faisait juste dire « oui, je t'entends ». Et ça, concrètement, c'est la job de qui de tirer des conclusions d'un dialogue social? Est-ce que ça dépend? Par exemple, une politique industrielle devrait se faire, si on veut créer des nouvelles politiques industrielles. On en parlait hier avec Lise Côté, par exemple. Elle disait la FTQ propose une transition juste. C'était le terme qu'elle utilisait. Mais tout de suite, elle a dit ça ne pourra pas se faire tant qu'il n'y aura pas de dialogue social. Donc, parler. Ça, on est très fort là-dedans. Mais concrètement, ensuite, c'est ça. Si on invite des experts, c'est pas seulement pour faire les manchettes puis dire oui, on a consulté. Il faut qu'à un moment donné aussi, le gouvernement, qui est, d'après moi, d'après l'analogie de Vincent, le chauffeur pour l'instant du train. Et donc, s'il n'appelle pas l'aiguillage pour changer, il ne changera pas. Il aura beau entendre qui il veut, s'il continue. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un relais vers des politiques publiques. Absolument. Des politiques gouvernementales. Soit au niveau municipal, provincial, fédéral. Puis il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait des ressources, il faut qu'il y ait une volonté politique. Ces politiques-là, on peut dire, je demande au gouvernement de faire une politique, ou on peut essayer d'enclencher une démarche de construction commune de ces politiques-là. Donc, de dialogue pour dire, nous, on pense que
si ton programme, tu twistais autrement, là, ça serait plus efficace. Puis tes normes, là, tes normes gouvernementales, puis ton vérificateur général, peut-être que tu pourrais l'encadrer autrement pour qu'il y ait des choses soient rendues possibles. Parce que des fois, il y a tellement de normes qui sont accumulées qu'on ne peut plus bouger. Mm-hmm. Mais donc, il faut qu'il y ait un relève à la politique publique, mais je dirais qu'il faut aller vers une sorte de co-construction de ces politiques-là, ce qui implique qu'on ait une capacité de proposition. Mm-hmm. Pas juste, des fois, il faut revendiquer, il faut chialer, oui, oui. Mais il faut aussi pouvoir proposer et être capable de mettre en œuvre, parce qu'il y a des choses que les gouvernements ne pourront pas faire. Absolument. Puis c'est ça, c'est de répartir après les responsabilités de la mise en œuvre. Puis si tu as eu un dialogue social au préalable, bien, chacun est plus prêt à mettre de ses ressources, qu'elles soient monétaires, qu'elles soient en temps, qu'elles soient en espace, peu importe. Mais parce que, il faut voir qu'est-ce qu'on gagne dans le dialogue, hein? On établit des liens entre les gens. Souvent, c'est ce qui va permettre la confiance. Parce que si tu n'as pas de lien de confiance, par exemple, pour une politique industrielle, quand tu disais, tu vas avoir, puis on l'a vécu dans le centre du Québec, on le vit encore maintenant avec les éoliennes, on a beau arriver avec, en principe, quelque chose de positif pour l'environnement qui va permettre de produire une énergie à plus faible empreinte carbone, si ça se fait tout croche, en divisant la population, en créant des inégalités économiques, en créant une pollution qui est à un autre niveau, ça ne marche pas. Tandis que si au préalable, tu as mis les gens ensemble et tu as discuté, et là, tu présentes des propositions qui sont équitables pour tous et qui ont un impact positif pour l'environnement, bien là, on va vivre des succès. Puis ça en vit des succès avec des éoliennes dans bien des cas. Puis souvent, quand les acteurs de l'économie sociale sont impliqués, les municipalités, les citoyens, fait que, dans le fond, tu te sauves du temps, tu te sauves plein de problèmes en amont. Oui, complètement. Mais il faut le créer, cet espace-là, le permettre. Et puis aussi, il y a effectivement, avec les élus, c'est fondamental, mais on regarde ce qui se passe au niveau de l'économie circulaire, par exemple, dans certaines régions du Québec, où là, on va mettre ensemble des acteurs pour voir comment réduire l'empreinte écologique, puis mieux partager les ressources, puis que le déchet de l'un devienne la matière première de l'autre. Mais ça, il y a déjà un travail qui peut se faire entre les gens. L'autre exemple du G15, c'est un autre. Donc, on a plein d'exemples, mais après ça, il faut que les États, les élus interviennent, pour réglementer adéquatement, puis pour établir une fiscalité qui permet d'internaliser les coûts environnementaux et sociaux et valorise la richesse sociale. Puis, tu sais, si on valorisait plus la richesse sociale, les entreprises de l'économie sociale, par exemple, elles performeraient beaucoup plus aussi, les solutions environnementales aussi, l'économie circulaire aussi. Mais on est dans un système qui carbure à l'exploitation environnementale et sociale parce qu'on ne tient pas compte des vrais coûts, parce que ça coûte moins cher faire travailler des gens en Chine qu'au Québec, mais les entreprises s'en vont là-bas. Mais si on tenait compte d'une vraie qualité de vie pour ces gens-là et du coût du transport de toutes ces matières-là, je veux dire, ça serait juste pas logique d'avoir une économie. On a une économie, on a un modèle qui ne tient pas la route, qui ne tient pas compte des limites des écosystèmes et qui ne tient pas compte des limites des travailleurs et des travailleuses, qui ne misent pas sur la qualité de vie. Et les crises comme celle qu'on vit aujourd'hui est une occasion de repenser le système, de faire mieux. Fait que ce que devrait faire, à mon avis, le gouvernement en ce moment là, au Québec, c'est un sommet sur la transition écologique et sociale, en fait, un sommet pour une relance juste et verte, avec tous les acteurs autour de la table, et on voit comment est-ce qu'on va créer des emplois, on va relancer l'économie, mais en respectant les limites des écosystèmes, puis en créant du mieux-être, puis on a tout ce qu'il faut au Québec pour être exemplaire à ce niveau-là. C'est hallucinant. Fait qu'on manque des opportunités en ce moment. Oui, on pourrait être un fer de lance. Complètement. Pour reprendre l'analogie avec un repas où on est invité ou pas, en fait, il ne s'agit pas seulement de se faire inviter à un repas où on sait pas, où on définit le repas, le menu en dehors d'une boule, puis on nous dit tu vas avoir une petite chaise dans la cuisine à part. C'est un potluck? Mais oui, faisons un potluck. Définissons le menu. On arrive avec notre bouffe qu'on peut partager avec d'autres, mais puis on s'assoit avec tout le monde.